Voici un exemple imaginaire. Monsieur M a livré une vache à Monsieur D. Monsieur D doit en contrepartie livrer à Monsieur M une voiture à cheval. La voiture à cheval ayant plus de valeur, Monsieur M s'engage à rembourser la différence qui est de 10 poules à Monsieur D, en temps voulu et au plus tard dans un an. La transaction a été définie à l'aide d'un titre de paiement. Ce titre doit être renouvelé à chaque transaction et il induit des frais. En effet, à une époque lointaine, imprimer du papier coûtait cher. On a donc l'idée de simplement prendre une feuille de papier sur laquelle on imprime par exemple la somme de 100 francs. Voilà comment a été inventé ce qu'on appelle l'argent. L'argent correspond à une valeur. Combien vaut mon travail ou mon produit? Voici l'histoire qui illustre ce propos. Nous sommes en 1794 et deux hommes sont assis à une table de restaurant. Ils sont en train de conclure un marché. Après être tombés d'accord, ils confirment leur engagement par une poignée de main. Mais survient au milieu de l'échange un étranger. Celui-ci a compris ce qui se déroulait à leur table et se présente comme étant Monsieur X, un investisseur. Les deux hommes sont surpris car ils n'ont jamais entendu parler d'investisseurs. Monsieur M se présente de la manière suivante. J'ai entendu votre discussion de loin. Écoutez ma proposition, messieurs. Vous, Monsieur M, vous venez de promettre de livrer à Monsieur D une vache à telle et telle date. Êtes-vous sûr que Monsieur D vous livrera en contrepartie la voiture à cheval qu'il vous doit? Je peux vous assurer que de nos jours, c'est prendre un risque que de faire confiance à quelqu'un uniquement sur sa parole. Il commence donc par déstabiliser Monsieur M en le poussant à douter de l'honnêteté de Monsieur D, doute qui n'existait pas aussi fortement auparavant. Que puis-je faire? Demande alors Monsieur M. Monsieur X sort alors un billet de sa poche et explique: regardez, messieurs, j'ai obtenu de notre roi le privilège de fabriquer des billets de banque et j'en ai l'exclusivité. Ceci porte l'inscription 100 francs or et la signature du roi en garantit la valeur. Avec ce billet, vous pourrez effectuer votre transaction en toute confiance. Pour vous, Monsieur M, c'est une sécurité au cas où vous ne receviez jamais la voiture que Monsieur D vous a promise. Monsieur M demande alors: de quelle sécurité voulez-vous parler? Premièrement, ce billet m'oblige à vous remettre à la place de Monsieur D la valeur de 100 pièces d'or, valeur certifiée par ce billet. De mon côté, pour être sûr de récupérer l'argent prêté, je ferai un crédit à Monsieur D. Mais qu'est-ce qu'un crédit? Je prête à Monsieur D ce billet de 100 francs pour qu'il puisse acheter la vache. Comme garantie, Monsieur D hypothèque sa maison et s'engage à me rembourser le billet que je lui ai prêté. Cependant avec 6% d'intérêt, c'est-à-dire une valeur marchande de 6 francs, dès qu'il vous aura livré votre voiture. C'est vous, Monsieur M, qui remettrez à la livraison de la voiture ce billet à Monsieur D, ce qui lui permettra de rembourser le crédit. Vous, Monsieur M, vous disposerez de ce billet de 100 francs qui est garanti par le roi. Lorsque vous aurez livré la vache, comme Monsieur D a gagé sa maison, il a tout intérêt à vous livrer la voiture pour pouvoir récupérer ce billet. Il me rembourse les 100 francs plus les intérêts et je le délivre de son hypothèque. N'est-ce pas là un moyen plus sûr de faire aboutir la transaction? Monsieur M et Monsieur D approuvent. Monsieur D veut toutefois savoir à son tour pour quelle raison il doit s'acquitter d'un intérêt. Vous savez, répond l'investisseur, j'ai dû construire à mes frais une machine pour fabriquer les billets et importer un papier spécifique. Le roi exige une commission pour apposer sa signature. Tout cela prend du temps et de l'énergie, ce qui fait que je suis obligé de facturer une commission, un intérêt. Votre avantage n'est pas négligeable, puisqu'il vous permet de dormir tranquillement. Vous pouvez être rassurés tous les deux, je veillerai au bon déroulement de la transaction. Tout est limpide. Monsieur X a par cette démarche déclenché l'irrésistible essor d'une prospérité due à l'introduction du taux d'intérêt. De plus, il dispose du monopole de fabrication de l'argent et il s'enrichit sans réellement produire de biens matériels. Ce que Monsieur X ne dit pas, c'est qu'une fois la transaction terminée, il ne détruira pas le billet de 100 francs. Alors que la vache, elle, finira par être mangée, et que la voiture à cheval servira. En imprimant une fois un billet, il pourra l'utiliser plusieurs fois. Ainsi, il a posé la première pierre de sa future fortune. Aujourd'hui, Monsieur X peut acheter le monde entier grâce à son taux d'intérêt, sans jamais rien produire. Monsieur X se réjouit d'avoir de nouveaux clients, deux hommes qui ne doutaient pas particulièrement l'un de l'autre, mais dont il est maintenant le créancier. Cet unique et même billet sert évidemment à de multiples reprises, pour divers clients, et à chaque fois il se multiplie par le biais de l'intérêt. Il demande audience auprès du roi et lui explique qu'il a besoin de fabriquer plus de billets car la demande a augmenté. Tout le monde veut maintenant faire du commerce avec ses bons de garantie. C'est compréhensible puisque Monsieur X a fini par convaincre le monde entier du danger du commerce sans autre garantie que la bonne foi. Monsieur X imprime de plus en plus de billets. Le roi appose sur chacun sa signature, ce qui semble être une garantie suffisante pour tout le monde. Monsieur X, homme débrouillard et malin, s'est assuré le monopole de la fabrication sur un vaste territoire. Ainsi, il accumule les intérêts et achète un maximum de biens immobiliers en grande quantité. 200 ans plus tard, c'est presque lui qui possède toutes les richesses du monde. Peu de gens ont eu son idée. Voilà pourquoi il est maintenant le maître du monde. Le jour où le roi fait venir Monsieur X chez lui et lui dit qu'il a besoin de grosses sommes d'argent pour acheter des soldats, la guerre est aux portes du pays. Monsieur
Monsieur X ne pouvait pas mieux tomber. Par les garanties que le roi lui propose, il est certain de devenir propriétaire de l'hypothèque. Si le roi n'est pas en mesure de le rembourser, bien sûr. En y ajoutant les intérêts, cela fait une belle somme. Le roi est sûr de payer car un roi ne peut pas faire faillite, c'est le peuple qui paye pour lui, en dernier ressort. Comment joue-t-il à ce jeu? Le roi obtient 100 000 francs en coupure de 10 francs de la part de son imprimeur. Le taux d'intérêt est fixé à 6%. L'hypothèque est le terrain du roi avec son château. Et le roi pense pouvoir par l'impôt récupérer son argent qui lui sert à payer les soldats. C'est un droit qu'il vient de créer. Les impôts n'existaient pas sous cette forme jusque-là. Les soldats partent en guerre et la plupart ne reviendront pas. Bien entendu, le roi ne parvient pas à collecter la somme nécessaire au remboursement, il ne peut donc pas acquitter sa dette envers le prêteur. Le château revient donc de droit à Monsieur X. Voilà un moyen qui est facile de s'enrichir. Son seul travail productif a été la fabrication de billets. L'investissement qu'il a dû engager pour fabriquer les 100 000 francs est donc minime par rapport au château et au terrain dont il est devenu propriétaire. Si le calcul du roi avait été juste, Monsieur X n'aurait eu comme rétribution que les intérêts. Les soldats auraient par leurs achats contribué à l'impôt. Le roi aurait pu racheter son hypothèque, mais la perte de la guerre est une aubaine pour Monsieur X car elle lui assure une plus-value confortable. Ce jeu a été joué à maintes reprises dans l'histoire par les banquiers, toujours dans le même espoir que l'emprunteur ne puisse rembourser le créancier. Le roi ne pouvait pas savoir que son propre imprimeur avait également prêté de l'argent au roi ennemi, peut-être même dans l'intention d'acheter encore plus de soldats. Ce qui nous amène donc à une autre conclusion, celle que Monsieur X en quelque sorte, qui par la somme qu'il prête, décide de la victoire. La bénédiction de l'argent et des intérêts qui en découlent a développé sa propre dynamique et son autonomie. On a fini par considérer l'argent comme un produit à part entière. À force de méfiance, l'argent est devenu la seule véritable monnaie d'échange. C'est Monsieur X et son capital qui dominent à présent le monde de façon absolue et surtout sans restriction d'aucun gouvernement. Mais cette époque est bientôt révolue car nous sommes entrés dans l'âge d'or des ordinateurs. Les échanges qu'ils permettent ne nécessitent donc plus l'utilisation d'argent. Il existe d'autres valeurs d'échange. En soi, il n'y a rien à objecter contre l'argent, si ce n'est le taux d'intérêt parasite qui est le fauteur de troubles. Mais le taux d'intérêt n'est plus nécessaire dans une société d'échange de services. Monsieur X, inventeur de l'argent et du taux d'intérêt, est mort. Ses héritiers ont toutefois conservé le privilège de la fabrication de l'argent et tous les droits afférents pour une durée minimale de 100 ans. Ils ont mis en circulation beaucoup d'argent, en accordant de plus en plus de crédits aux rois et aux nobles de tous les pays. Ils ont fomenté bon nombre de guerres depuis des dizaines d'années en prenant toujours le soin de financer les deux parties. De la sorte, ils ont toujours été du côté du gagnant et de plus ils se sont approprié les biens du perdant. Leur fortune est devenue peu à peu colossale. Leur pouvoir dépasse actuellement de loin celui des rois et des gouvernements, car ceux-ci ont toujours fait appel aux mêmes familles pour leur financement. Maintenant que vous avez mieux compris comment le système bancaire actuel s'est mis en place et comment celui-ci a permis à ceux qui l'ont mis en place de dominer le monde, je vais vous expliquer simplement pourquoi ce système s'apparente à de l'esclavage par la domination. Je vais vous raconter une seconde histoire qui va bien illustrer ce à quoi nous a mené l'argent. Imaginons que sur Terre il n'y ait qu'une seule banque, un seul taux d'intérêt. Aucun argent ne vient donc alimenter le système de l'extérieur. Grâce au taux d'intérêt, la quantité d'argent peut doubler tous les ans. Par contre, le taux de croissance du monde naturel n'excède pas les 5% par an. La différence entre ces deux taux induit que tout va à l'argent et que ceux qui le possèdent s'approprient peu à peu tous les biens de ceux qui produisent réellement quelque chose. Ceux qui possèdent l'argent peuvent le produire de manière illimitée, alors que les biens et la production augmentent de manière limitée. Donc imaginons qu'on a besoin de 10 000 francs. On va voir la Banque mondiale et elle nous prête cet argent pour un an à un taux de 6%. Donc au début, il n'y a que 10 000 francs en jeu. L'année passe et on constate qu'il n'y a toujours que 10 000 francs en circulation. Alors comment pourrait-on rembourser 10 600 francs ? La banque va nous faire deux propositions. La première, c'est qu'on lui paye seulement les intérêts. Donc on lui paye 600 francs et il n'y a plus que les 9 400 francs en circulation. À ce rythme, au bout de 17 ans, il n'y aura plus un seul franc dans notre caisse. On a toujours payé les intérêts, mais pas le capital. Au bout de 17 ans, on n'a plus d'argent, mais on doit toujours 10 000 francs. La deuxième solution, c'est que la banque ne nous réclame même pas les intérêts. Elle nous les prête à 6% également, ce qui fait 36 francs par an. Si on accepte cette proposition, on doit maintenant 10 600 francs. Cependant, au bout de 5 ans, on doit 13 382 francs. Et au bout de 20 ans, le chiffre est multiplié par 3. Nous en sommes à 32 000 francs. La différence de 22 000 francs par rapport aux 10 000 du début est donc un gain virtuel pour la banque, puisqu'elle n'a pas touché d'argent et puis que nous-mêmes on l'a même pas. Tout ce qu'on a fait, c'est augmenter nos quantités de crédit. On continue.
On est donc un homme honnête qui tient sa parole, mais là on sait pas du tout comment faire pour tenir notre engagement. Mais la banque, toujours aussi gentille, décide de nous aider. Elle nous dit combien d'impôts on va payer, combien de jours de vacances elle va nous accorder, mais sans jamais exagérer. Elle connaît le seuil de la douleur et elle ne doit pas exagérer. Mais elle nous tient en son pouvoir. Elle peut exiger l'argent quand bon lui semble. Elle sait que nous ne pourrons pas payer. Nous n'aurons aucune échappatoire, mais nous ferons ce que la banque aura décidé, puisque c'est pour notre bien, pour qu'on puisse rembourser notre situation. L'atout de cette banque est qu'elle est mondiale, donc elle ne joue pas à ce jeu qu'avec nous, mais également avec nos enfants, nos amis, nos frères, nos sœurs, etc. Chacun est lié par la parole. La banque joue à ce jeu avec des entreprises, des gouvernements, des pays entiers. Donc pour récupérer son dû, la banque fait tout pour favoriser la concurrence, la compétition. Et ce, tout autour du globe. Pays contre pays, elle nous plonge dans la méfiance les uns envers les autres, qu'on soit coupé des autres, parce que l'échec des autres peut faire notre réussite. Mais surtout, la banque fait en sorte de laisser tout le monde dans l'ignorance au sujet de son jeu. Pour revenir à la situation de départ, s'il y a 10 000 francs en circulation, alors on ne peut même pas en rembourser 10 600. Mais comme tout le monde participe à ce jeu pour rembourser la banque, alors on fait tous pareil. C'est un va-et-vient perpétuel qui fait que la banque possède presque la totalité des richesses du monde grâce à la dette. Les taux d'intérêt sont la source de richesse des banques. Celles-ci maintiennent ainsi le monde dans sa dépendance et l'esclavage. Enfin voilà, vous l'aurez compris, mais à partir du moment où l'entièreté du monde est dépendant de la banque parce qu'on y est engagé, c'est la banque qui décide d'absolument tout. Et si vous regardez bien, il n'y a aucune exception. Voilà, on arrive sur la fin. C'était une vidéo assez importante parce que comprendre comment les banques fonctionnent, c'est déjà la première étape pour comprendre comment le monde fonctionne. J'espère que vous aurez compris des choses et on se dit à la prochaine.